La France a longtemps été considérée comme la pharmacie de l'Europe, une terre d'excellence médicale qui a vu naître le vaccin contre la rage, le BCG et les premiers neuroleptiques modernes. Pourtant, derrière cet héritage prestigieux de l'Institut Pasteur se cache aujourd'hui une réalité industrielle glaciale. Notre pays a perdu le contrôle de sa propre production. En l'espace de 15 ans, le parc industriel pharmaceutique français a été divisé par deux, une hémorragie silencieuse qui s'accélère brutalement avec la vente d'actifs stratégiques comme Opella, le fabricant du Doliprane, à des fonds d'investissement américains, et le départ des investissements de Sanofi vers les États-Unis. Ce déclassement n'est pas le fruit du hasard ou d'une simple maladresse politique, mais la conséquence mathématique d'un modèle économique qui ne fonctionne plus face à la compétition mondiale. Aujourd'hui, 80% des principes actifs de nos médicaments courants, ces poudres qui soignent réellement, sont importés d'Asie, nous plaçant dans une situation de dépendance critique en cas de crise logistique ou géopolitique. Nous sommes passés du statut de producteur souverain à celui de consommateur vulnérable, obligés d'acheter au prix fort ce que nous savions fabriquer hier sur notre sol. Dans cette analyse, nous allons dépasser les polémiques de surface pour comprendre la mécanique financière profonde de ce désastre. Pourquoi est-il devenu économiquement irrationnel pour un géant comme Sanofi de rester en France? Comment le plan américain MAHA, Make America Healthy Again, agit-il comme un aspirateur à capitaux européens? Et surtout, face à la fuite de nos pépites biotechnologiques comme Abivax ou Amolyt Pharma, est-il encore mathématiquement possible d'inverser la tendance avec le plan France 2030? Ou assistons-nous à la liquidation définitive de la souveraineté sanitaire française? Chapitre 1. La dépendance invisible, la chaîne de valeur brisée. Pour comprendre la gravité de la situation, il faut plonger au cœur de la chaîne de fabrication d'un médicament, bien avant qu'il n'arrive dans sa boîte en carton dans votre pharmacie. Le cœur du réacteur, c'est le principe actif, la molécule chimique complexe qui a l'effet thérapeutique. Or, c'est précisément sur ce maillon stratégique que la France a totalement décroché. Aujourd'hui, plus de 80% de ces substances sont produites en Chine ou en Inde. La France ne fait souvent plus que du façonnage, c'est-à-dire l'étape finale et peu technique qui consiste à mettre de la poudre importée dans des gélules et des emballages français. Cette délocalisation massive s'explique par une guerre des prix impitoyables sur les médicaments matures, ceux dont les brevets sont tombés dans le domaine public. Pour maintenir le prix d'une boîte de paracétamol à quelques euros, tout en respectant les normes environnementales européennes drastiques, l'équation est devenue impossible pour les industriels français. Ils ont donc externalisé la chimie lourde et polluante vers l'Asie, ne gardant en France que le marketing et la distribution. Nous avons conservé la marque, mais nous avons perdu le savoir-faire industriel et l'outil de production primaire. Le danger de cette stratégie de fabless, sans usine, est apparu au grand jour lors des récentes pénuries d'amoxicilline et de paracétamol pédiatrique. Il a suffi d'un grain de sable dans la logistique chinoise ou d'une hausse de la demande mondiale pour que les rayons des pharmacies françaises se vident instantanément. Nous avons découvert avec effroi que la souveraineté sanitaire ne se décrète pas dans les textes de loi. Elle se mesure en tonnes de capacité de production installées sur le territoire. Sans usine de chimie fine, la France est techniquement incapable de soigner sa population en autonomie. C'est un problème de sécurité nationale comparable à celui de l'énergie ou de la défense, mais traité avec une légèreté coupable pendant des décennies. Les gouvernements successifs ont privilégié la baisse des prix des médicaments pour combler le trou de la sécurité sociale, forçant les laboratoires à compresser leurs coûts de production au maximum. Le résultat est là. À force de vouloir payer le médicament au prix d'un bonbon, nous avons envoyé l'industrie qui le fabrique à l'autre bout du monde. Et nous nous retrouvons aujourd'hui à la merci des décisions d'exportation de Pékin ou de New Delhi. Chapitre 2. L'affaire Doliprane. Pourquoi vendre la rentabilité? La vente récente d'Opella, la filiale grand public de Sanofi qui produit le Doliprane, au fonds d'investissement américain CDNR, a déclenché une tempête médiatique en France. Mais elle répond à une rationalité financière implacable que peu d'observateurs osent expliquer. Pour le grand public, le Doliprane est un symbole de souveraineté sanitaire. Pour les marchés financiers, c'est une activité à faible marge et à faible croissance qui dilue la rentabilité globale du groupe. Dans le monde de la finance moderne, conserver une division qui vend des boîtes à 2 € alors que vos concurrents vendent des thérapies géniques à 2 millions est considéré comme une faute de gestion majeure qui pèse sur le cours de bourse et attire les investisseurs activistes hostiles. Sanofi opère ici ce qu'on appelle un carve-out ou détourage stratégique, une manœuvre classique des conglomérats qui cherchent à s'alléger pour devenir plus agiles. L'objectif n'est pas de détruire le Doliprane, mais de séparer les activités de consumer healthcare,
santé grand public, qui fonctionne comme de la grande distribution, avec des volumes énormes et des marges fines, des activités de biopharma pure. En se délestant d'Opella Sanofi, ne cherche pas à abandonner la France, mais à nettoyer son bilan comptable pour présenter des ratios de profitabilité comparables à ceux de ses rivaux américains comme Pfizer ou Eli Lilly, qui ont déjà effectué cette scission il y a plusieurs années. Le véritable moteur de cette vente est le besoin désespéré de liquidité, ou cash flow, pour financer la prochaine guerre de l'innovation pharmaceutique. Sanofi a besoin de récupérer environ 15 milliards d'euros immédiatement pour racheter des biotech prometteuses et financer sa R&D en oncologie et en immunologie. C'est un pari industriel risqué, mais nécessaire. Sacrifier la vache à lait, stable et rassurante qu'est le Doliprane, pour miser tout le capital sur des étoiles potentielles à très haute valeur ajoutée. Sans cet argent frais, Sanofi risquait de se faire distancer technologiquement et de devenir lui-même une proie pour une OPA hostile d'un géant américain. Cependant, l'arrivée du fonds américain CDNR au capital change radicalement la nature de la gouvernance industrielle de notre médicament le plus consommé. Un fonds de private equity n'a pas pour vocation de gérer une entreprise pour l'éternité, mais d'optimiser sa valeur sur un cycle court de 5 à 7 ans avant de la revendre avec une plus-value. Cela implique mécaniquement une chasse aux coûts impitoyable, une rationalisation des processus et une pression constante sur les fournisseurs. Même si des garanties sur l'emploi ont été signées avec l'État, la logique financière du nouveau propriétaire sera celle de l'efficacité new-yorkaise, bien loin du capitalisme rhénan ou du paritarisme à la française. Le risque majeur n'est pas tant la fermeture immédiate de l'usine de Lisieux, qui reste performante, mais le gel des investissements futurs, CAPEX, en France, au profit de zones plus compétitives. Si demain, pour augmenter la marge d'Opella de 2 points, il devient plus rentable de produire les nouvelles gammes en Europe de l'Est ou en Espagne, la décision sera prise sur la base d'un tableau Excel purement financier. Le centre de gravité décisionnel a traversé l'Atlantique, et avec lui, la capacité de la France à orienter la stratégie industrielle d'un actif pourtant jugé critique pour la sécurité sanitaire de la nation en cas de nouvelle pandémie. Cette opération illustre par l'absurde la financiarisation totale de la santé, où le médicament est devenu un actif spéculatif comme un autre, déconnecté de sa fonction sociale première. En laissant partir Opella, la France entérine le fait qu'elle n'a plus les capitaux nationaux suffisants pour conserver ses propres fleurons industriels. C'est un aveu de faiblesse de la place financière de Paris, incapable de mobiliser l'épargne des Français pour racheter leurs propres usines, laissant le champ libre aux fonds de pension américains qui viennent faire leur marché en Europe à bon compte, profitant de la faiblesse de l'euro et de la fragmentation du marché unique. Chapitre 3. L'attraction américaine. L'effet Ma. Pendant que l'Europe s'enferme dans la réglementation, les États-Unis déploient une stratégie d'attraction des capitaux d'une agressivité redoutable, incarnée par le slogan officieux « Ma », Make America Healthy Again, et les politiques de réindustrialisation. Ce n'est pas seulement du marketing politique, c'est un écosystème fiscal et réglementaire conçu pour aspirer toute l'industrie pharmaceutique mondiale. Le crédit d'impôt recherche, les subventions directes à l'installation d'usines et le coût de l'énergie, gaz et électricité, 2 à 3 fois moins cher qu'en Europe, créent un différentiel de compétitivité impossible à combler pour les sites français. Mais le véritable aimant qui attire les investissements comme ceux de Sanofi, 20 milliards annoncés aux USA, c'est la liberté de fixation des prix, le pricing power. Le marché américain est le seul au monde où un laboratoire peut fixer librement le prix de lancement de son innovation, souvent 3 à 10 fois plus cher qu'en Europe. Cette marge excédentaire permet d'amortir les milliards de dollars de R&D en quelques années seulement, là où le marché européen, avec ses prix administrés et ses comités d'évaluation économique, allonge dangereusement le retour sur investissement. Pour un actionnaire, investir en Europe est devenu une destruction de valeur relative. L'agilité administrative américaine joue également un rôle décisif dans cette fuite des cerveaux et des capitaux. La FDA, Food and Drug Administration, est perçue par l'industrie comme un partenaire de business pragmatique, capable d'accorder des procédures accélérées, fast track, pour les médicaments vitaux, permettant une mise sur le marché rapide. A l'inverse, l'Agence européenne du médicament est souvent critiquée pour sa lourdeur bureaucratique et son principe de précaution paralysant. Dans une industrie où chaque jour de protection brevetée représente des millions de dollars de revenus, la vitesse administrative américaine est un avantage concurrentiel absolu. Cet environnement a créé des clusters d'innovation uniques au monde, comme à Boston ou Cambridge, où la concentration de talents, d'universités d'élite, MIT, Harvard, et de capital risque crée une émulation introuvable ailleurs. Sanofi ne délocalise pas ses chercheurs aux États-Unis par snobisme, mais parce que c'est là-bas que se joue le futur de la médecine, au milieu d'un bouillonnement intellectuel et financier permanent.
La France, isolée, ne peut pas lutter contre cet effet de réseau massif qui attire naturellement les meilleurs scientifiques et les projets les plus ambitieux de la planète. Le résultat est un siphonnage méthodique de la substance industrielle française. Nous nous retrouvons dans la position d'un pays en voie de développement. Nous fournissons la matière grise brute, nos excellents chercheurs formés par l'école publique, et parfois les données de santé de nos patients pour les essais cliniques. Mais la valeur ajoutée industrielle, les brevets et les profits sont captés et localisés aux États-Unis. La France devient un simple marché de consommation et un incubateur gratuit pour les géants américains, finançant indirectement la prospérité économique de ses concurrents. Ce déséquilibre transatlantique est aggravé par le protectionnisme assumé de Washington. Avec l'Inflation Reduction Act et les décrets Buy American, les États-Unis obligent de plus en plus les industriels à produire sur le sol américain pour avoir accès au marché public de santé. C'est un chantage au marché. Si vous voulez vendre vos médicaments à nos hôpitaux, construisez vos usines chez nous. Face à cette réelle politique brutale, l'Europe, qui garde ses frontières ouvertes aux importations sans contrepartie, apparaît comme un terrain de jeu naïf où l'industrie locale se fait dévorer sans réaction coordonnée. Chapitre 4. L'hécatombe des biotech, nos pépites vendues. Le drame silencieux de la pharmacie française ne se joue pas seulement dans les sièges des grands groupes, mais surtout dans le massacre de ces start-up les plus prometteuses, les biotech. La France excelle dans la création de start-up médicales grâce à la qualité de sa recherche académique, INSERM, CNRS, mais elle échoue lamentablement à les faire grandir. Dès qu'une biotech française comme Amolyt Pharma ou Corteria obtient des résultats cliniques probants, elle se heurte au mur de l'argent, l'impossibilité de lever les centaines de millions d'euros nécessaires pour passer à la phase industrielle et commerciale sur le territoire européen. C'est ce que les investisseurs appellent la vallée de la mort du financement européen. En France, les fonds de capital risque sont capables de mettre 5 ou 10 millions pour amorcer un projet, mais ils sont absents quand il faut signer des chèques de 200 ou 300 millions pour lancer une phase trouée mondiale. La bourse de Paris n'a ni la profondeur ni l'appétit pour le risque du Nasdaq américain. Résultat. Pour survivre et voir leurs médicaments atteindre les patients, les fondateurs n'ont d'autre choix que de se vendre à un géant étranger qui possède la puissance de feu financière. L'exemple récent d'Amolyt Pharma, vendu pour près d'1 milliard de dollars au groupe anglo-suédois AstraZeneca, est symptomatique de ce gâchis. Certes, les investisseurs initiaux ont fait une belle plus-value, mais la France a perdu la propriété intellectuelle, les brevets, et l'espoir de voir naître un nouveau champion national capable de remplacer Sanofi dans 20 ans. Cette entreprise est devenue une simple filiale, un centre de coûts qui peut être fermé du jour au lendemain si la maison mère décide de rationaliser ses activités de recherche. Cette incapacité à faire scaler, grandir nos entreprises, crée un cercle vicieux de dépendance technologique. En vendant nos pépites au stade précoce, nous vendons les médicaments de demain à bas prix. Dans 10 ans, la sécurité sociale française devra racheter au prix fort, sous forme de médicaments importés, les technologies qui ont été inventées dans nos propres laboratoires publics, mais commercialisées par des groupes américains ou suisses. C'est une double peine économique. Nous finançons la recherche fondamentale, mais nous payons la rente de monopoles aux étrangers. L'impact sur l'écosystème local est dévastateur. Lorsqu'une biotech reste indépendante, elle fait travailler des avocats spécialisés, des banquiers d'affaires, des consultants en régulation, des sous-traitants industriels. Lorsqu'elle est rachetée, toutes ses fonctions support à haute valeur ajoutée sont rapatriées au siège mondial de l'acquéreur, à Londres, Bâle ou New York. La France perd non seulement l'entreprise, mais tout le tissu économique sophistiqué qui l'entoure, s'appauvrissant en compétences stratégiques clés. Ce phénomène de prédation est accentué par la faiblesse de l'euro et la sous-valorisation chronique des entreprises européennes par rapport à leurs homologues américaines. Pour un géant comme Pfizer ou Merck, faire son marché en France en rachetant des biotech à la pointe de la technologie coûte littéralement une bouchée de pain. Nous sommes devenus le supermarché discount de l'innovation biomédicale mondiale, où les actifs technologiques stratégiques sont bradés faute de patriotisme économique et de capital patient, capables de protéger nos intérêts sur le long terme. Chapitre 5. La sécession des géants, la fin du syndicat LEM. Un événement tectonique est passé sous les radars médiatiques, l'implosion du LEM, le syndicat historique qui unifiait l'industrie pharmaceutique en France. 7 des plus grands laboratoires mondiaux, dont les Français Sanofi et Servier, mais aussi les Américains et Suisses, ont décidé de faire sécession pour créer leur propre structure de lobbying exclusive. Ce divorce n'est pas anecdotique. Il marque la fin officielle du modèle solidaire français, où les géants mondialisés acceptèrent de porter la voix des petits fabricants de génériques et des PME locales face à l'État. Cette rupture révèle une divergence d'intérêts devenue irréconciliable entre deux mondes qui ne parlent plus la même langue. D'un côté, les Big Pharma,
qui vendent de l'innovation de rupture à prix d'or et visent le marché mondial. De l'autre, les façonniers et génériqueurs français qui luttent pour leur survie sur des marges de centimes en produisant des médicaments matures. En quittant le navire commun, les géants signifient qu'ils ne veulent plus défendre l'industrie Made in France dans sa globalité, mais uniquement leurs intérêts spécifiques de multinationales apatrides. C'est un bras de fer direct et brutal engagé avec l'administration française. Ces laboratoires refusent désormais de payer pour les autres, notamment via la fameuse clause de sauvegarde, une taxe unique en Europe qui ponctionne le chiffre d'affaires de l'industrie dès qu'il dépasse un certain seuil. En créant leur propre lobby, ils envoient un message clair à Bercy. Nous sommes des acteurs globaux. Si la fiscalité française ne nous convient pas, nous partirons et nous ne nous encombrerons plus de considérations patriotiques ou solidaires. Cette fragmentation affaiblit considérablement la position de l'État dans les négociations annuelles sur le prix des médicaments. Jusqu'à présent, le gouvernement avait un interlocuteur unique qu'il pouvait tenir par des accords cadres. Désormais, il se retrouve face à une hydre à plusieurs têtes, dont une tête premium, ultra puissante, capable de mettre dans la balance des investissements ou des menaces de pénurie sur des traitements vitaux anti-cancer. Le rapport de force s'est inversé au profit des multinationales. Cette sécession est aussi le symptôme d'une industrie qui ne se sent plus française. Sanofi, bien qu'ayant son siège à Paris, réalise l'immense majorité de ses profits hors de France et est détenu majoritairement par des fonds d'investissement internationaux. Le lien ombilical avec la nation s'est distendu au point de rompre. La notion d'entreprise stratégique nationale devient une fiction politique face à la réalité d'un actionnariat mondialisé qui exige une rentabilité alignée sur les standards de Wall Street, sans égard pour l'histoire ou l'origine géographique du groupe. Enfin, cela préfigure une médecine à deux vitesses. Le nouveau lobby des géants va se battre exclusivement pour l'accès rapide aux médicaments innovants et coûteux, délaissant potentiellement la défense de la production des médicaments du quotidien. On risque d'assister à une fracture sanitaire où la France aura accès aux dernières innovations importées pour les pathologies lourdes, mais continuera de subir des pénuries chroniques sur les antibiotiques et les antipyrétiques de base, faute d'une industrie locale défendue par des poids lourds politiques. Chapitre 6. Peut-on encore sauver la pharma française ? Face à ce délitement industriel, le plan France 2030 et ses milliards d'euros de subventions publiques apparaissent comme une tentative de réanimation d'urgence. L'État tente de financer la relocalisation de la production de principes actifs critiques, comme le paracétamol en Isère, pour retrouver une forme d'autonomie. Mais injecter de l'argent public pour construire des murs ne suffit pas si le modèle économique sous-jacent reste déficitaire. Produire en France coûte structurellement plus cher qu'en Asie, et sans un protectionnisme aux frontières ou une préférence d'achat européenne, ces nouvelles usines ne survivront que sous perfusion permanente de l'État. Le problème majeur est la décorrélation entre le temps industriel et le temps financier. Construire une chaîne de production pharmaceutique, la faire certifier par les autorités de santé et la rendre opérationnelle prend entre 5 et 7 ans. Pendant ce laps de temps, les marchés financiers et les technologies évoluent à la vitesse de la lumière. La France tente de rattraper un retard accumulé sur 2 décennies, courant après un train qui accélère, alors que ses concurrents américains investissent déjà massivement dans l'étape d'après, l'intelligence artificielle appliquée à la découverte de molécules. Pour espérer inverser la tendance, il faudrait un choc de compétitivité fiscale et réglementaire que le contexte budgétaire français actuel rend improbable. Il faudrait baisser massivement les impôts de production, supprimer les taxes spécifiques au secteur santé et surtout accepter socialement de payer le médicament à son juste prix industriel et non à un prix politique administré. Cela impliquerait une hausse des dépenses de santé ou des mutuelles, un choix de société explosif que peu de gouvernements sont prêts à assumer face à une opinion publique habituée à la gratuité apparente des soins. L'échelle nationale est devenue trop petite pour lutter. La seule voie de salut crédible est européenne, la création d'un véritable marché unique du capital risque et des fonds de pension européens capables de financer nos biotech à hauteur de plusieurs milliards. Tant que l'épargne des Européens dormira sur des comptes courants ou dans de la dette d'État au lieu d'investir dans l'industrie à risque, nous resterons des vassaux technologiques. L'Europe doit accepter de créer ses propres Nasdaq et de protéger ses pépites par des mécanismes anti-OPA agressifs, comme le font les Américains. Sans ces réformes structurelles radicales, le déclin semble inéluctable. Nous risquons de devenir un parc à thème, médical, un pays doté d'excellents hôpitaux et de médecins compétents, mais totalement dépendant de l'étranger pour tous les outils, médicaments et technologies qu'ils utilisent. Une souveraineté de façade où nous avons le droit de prescrire, mais plus le pouvoir de produire. Le plan France 2030 est une condition nécessaire, mais absolument pas suffisante pour contrer les forces de marché qui poussent l'industrie hors de nos frontières. En conclusion,
La relance de la pharmacie française ne se jouera pas sur des incantations patriotiques, mais sur la capacité de la France à redevenir une terre de profit pour les industriels. Le capitalisme est froid et apatride. Il ne reviendra en France que s'il y trouve un intérêt financier supérieur à celui qu'il trouve aux États-Unis ou en Asie. Pour l'instant, malgré les discours volontaristes, l'équation économique penche toujours, malheureusement, en faveur du départ. Le constat est sans appel. La France a vendu sa souveraineté sanitaire morceau par morceau. Non pas par malveillance, mais par aveuglement économique. Nous avons voulu le beurre, les médicaments pas chers, et l'argent du beurre, taxer les labos. Et nous avons fini par perdre la crémière, les usines. Aujourd'hui, résultat des courses, la marge de votre Doliprane part aux États-Unis, et la molécule de vos antibiotiques vient de Chine. Et vos vaccins futurs seront probablement développés à Boston. La question n'est plus de savoir si nous sommes dépendants, mais jusqu'à quel point nous acceptons que notre santé soit décidée dans des conseils d'administration à l'étranger. Pensez-vous qu'il faille augmenter le prix des médicaments pour faire revenir les usines? Ou est-ce un chantage inacceptable des industriels? Le débat est ouvert en commentaire. Si cette analyse du business de la santé vous a éclairé, abonnez-vous. Nous continuerons à décrypter les enjeux industriels que personne ne vous explique. À très vite.